Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, qui aujourd'hui a remis une petite veste col Mao pour sortir du dernière fois du costume de banquier. Il faut dire qu'il fait très chaud. Quand vous allez voir cette émission, on aura passé cet épisode de horrible canicule. Et c'est stupéfiant, il fait chaud. Il fait chaud en été. C'est quand même... Pour qui aurait passé des examens en été, on est quand même surpris. Moi, j'ai toujours passé mes examens en crevant de chaud dans des endroits où on était entassés. Mais visiblement, c'est une nouvelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous parler calmement de ce qui est en train de se passer en ce moment. À savoir deux choses, la trappe à dette et l'euthanasie du rentier. Alors, avant que tu continues, ça veut dire qu'on rentre un petit peu dans le cœur nucléaire de la crise dont on vous disait qu'elle risquait d'arriver. On arrive au moment où, comme disent les Américains, les poulets rentrent à la maison pour se faire rôtir, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est le moment où, comme disait Warren Buffett, quand la mer se retire, on voit qu'il n'y avait pas de maillot de bain. C'est exactement ça. Et là, c'est le moment où on va voir... Il y a plein de gars sans maillot de bain qui commencent à voir apparaître partout. Qu'on voit apparaître partout et on risque d'en voir apparaître probablement tout l'été. Et en général, les révolutions se passent bien au mois d'août aussi. En septembre. Une fois qu'on a fait la moisson. Ouais. Quand la bouffe est rentrée, on se dit, bon, ça va les gars, on a un an, on peut y aller. Donc, pour revenir un petit peu sur la notion de trappe à dette, qui touche donc la monnaie, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu. Alors, ceux qui nous suivent régulièrement connaissent ça, la notion de monnaie, mais pour les autres, on va faire une petite mise à niveau. Alors, la monnaie a trois fonctions. Trois fonctions. De réserve de valeur, c'est-à-dire que ça vous permet, si vous achetez pas aujourd'hui, vous pourrez acheter demain. Bon. Échantillon de valeur, enfin standard de valeur, c'est-à-dire que un arc ça vaut 3 € ou 3 coquillages et une flèche ça en vaut 1, donc ça vous permet d'éviter le troc. Vous passez par l'intérieur de la monnaie pour calculer le prix relatif des biens. Et le troisième, c'est un moyen d'échange, c'est-à-dire que plutôt que de trouver une flèche quand je veux vendre un arc, je file de la monnaie que j'ai gagnée par ailleurs, etc. Donc, c'est les trois fonctions essentielles de la monnaie. Et ce qu'il y a depuis des années, je peste, pour ceux qui m'ont entendu, contre le fait que les banques centrales avaient décidé de supprimer la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire que, dans le fond, si vous mettez les taux d'intérêt à zéro, et que l'inflation est à 2, 3, 4, 5% par an, vous perdez 2 à 3, 4, 5% de votre capital par an, puisque le pouvoir d'achat de votre monnaie ne cesse de baisser, et du coup, vous ne pouvez pas vous faire votre petite épargne de précaution tranquille qui vous permettra de tenir. Et je voudrais faire une petite remarque ici qui me paraît absolument essentielle. Tiens, il y a l'autre qui se met à ronfler là. Il faut dire que dès que je parle de monnaie, en général, les gens se mettent à ronfler, Pourtant, il n'y a pas de sujet plus important, mais ça fait rien, ça les fait ronfler. Donc, surtout celui-là, d'ailleurs. Mais je voudrais dire ça, c'est que les gens me disent, les prix montent. Je leur dis, c'est pas vrai. Les prix ne montent pas. Vous voyez, je suis de la vie de Monsieur le maire. C'est que c'est la valeur de la monnaie qui baisse. Voilà, ça, c'est très important. C'est très important. C'est pas les prix qui montent, c'est qu'on a tout organisé pour que les pouvoirs publics, pour que la valeur de la monnaie dans votre poche baisse temps après temps. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont émis des dettes comme des fous et qu'ils peuvent pas les rembourser. Donc si vous essayez, dans le temps, si j'ose dire, dans le Moyen-Âge, une fois de temps en temps, on brûlait les lombards ou n'importe quoi. Les gars qui étaient dans le métier, c'était de prêter de l'argent parce que comme ça arrêtait la dette. Ils font ça de façon feutrée. Ils sont en train de procéder à ce que Keynes appelait l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire le gars qui a acheté des obligations d'État, en fin de parcours, son obligation ne vaut rien. Et donc, l'État n'a plus à rembourser. Puisque lui, ses impôts, il va continuer à les faire, il va les indexer sur l'activité nominale, pas sur l'activité réelle. Donc, l'État, c'est le plus grand voleur de tous les temps. Alors, ça, c'est l'organisation de l'euthanasie du rentier. Voilà. Et on le fait parce qu'on a fait tellement de dettes qu'on ne peut plus la payer. Voilà. Et on le voit arriver depuis extrêmement longtemps parce que c'est un phénomène organisé par monsieur... Ça a commencé... Bon, alors, on va voir pourquoi, parce qu'on va dérouler l'article. Mais si tu veux, c'est assez simple. C'est que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, pourquoi ils font ça? C'est pour une raison très simple. C'est que
ils sont en train d'arriver au moment où la baisse de la monnaie, de la valeur de la monnaie, s'accélère. Et donc, ça devient très visible. Et à ce moment-là, les gens qui sont payés de plus en plus en monnaie de singe se mettent à suivre ce que faisaient les ouvriers soviétiques dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on faisait semblant de les payer et ils faisaient semblant de travailler. Quoi. Oui. Et on voit bien essayer de trouver un gars qui veut bosser pour vous dans un restaurant ou n'importe où. C'est impossible. Certains disaient que c'était pour cela que la Macronie avait eu recours à McKinsey, c'était que pour que le travail soit fait. Oui. Il y avait deux raisons pour que le travail soit fait, et peut-être il restait quelques hauts fonctionnaires ou fonctionnaires de qualité qui n'auraient pas donné les résultats qui permettaient de faire des saloperies. Qui auraient dit non, on peut faire autrement. Tandis que la McKinsey, on lui dit bon, c'est vous qui allez faire le travail, mais je vous signale que la conclusion, ça doit être ça. Et donc vous vous débrouillez pour me donner la conclusion. Donc ça, c'est autre chose. C'est encore une fois du capitalisme de connivence. Alors, en général, la façon pour retrouver un pouvoir d'achat et redonner une valeur à la monnaie, c'était... j'ai mal capturé la chose. J'aimerais que tu expliques le phénomène de trappe à dette et comment on arrive dedans. Comment on arrive dedans. Alors, à partir du moment où la baisse de la monnaie s'accélère, il commence à y avoir des la baisse relative. Parce que c'est pas la baisse en termes de stock, c'est la baisse en termes de valeur. Ton pouvoir d'achat s'écroule. Tout le monde le voit quand il va faire son marché chez Auchan, quoi. Bon, ça baisse. Donc, il y a un moment où la population se met à gueuler en disant, moi, avec mon salaire, je peux plus acheter ce que j'ai acheté avant. On s'en rend bien compte. On s'en rend bien compte. Vous avez qu'à faire le plein de votre voiture ou de votre scooter et vous verrez. Bon. Et quand ça arrive à ce niveau-là, il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, il faut cesser, au moins partiellement, il faut le faire, l'euthanasie du rentier. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui garde de la monnaie sans s'en servir ait à la fin plus que ce qu'il avait au début. Bon. Ce qui suppose que les taux d'intérêt montent. Montent au-dessus du taux d'inflation. Ce que tu es en train de dire, c'est que dans un système idéal, il faudrait pratiquement avoir un système de balancier. En principe, le marché s'en occupe très bien. S'il y a trop d'épargne, les taux d'intérêt sont bas. S'il n'y a pas assez d'épargne, les taux d'intérêt montent. Voilà. Mais là, on a maintenu des taux d'intérêt bas. On pourra expliquer ça pour éviter que l'Italie ou la France ne fassent faillite. Bon, alors attends, ça on y viendra. On y viendra. Mais donc, si tu y vas comme ça, tu te dis, bon, il faut que les taux d'intérêt montent. Mais on a... tu as un revenu, mettons, de 100. Bon. Sur ce revenu de 100, tu mets à peu près, 30% dans ton loyer. Bon, à Paris, c'est plus. Paris, c'est plus. Mais tu as emprunté pour acheter un appartement et ça te coûte 30% de ton revenu. Ça te coûte 30. Et par exemple, en Angleterre, tous les prêts immobiliers ont leur taux indexé sur le taux directeur. C'est-à-dire que si les taux passent de 2 à 10, tes 30 vont passer à 5 fois 30, 150. Et tu n'as plus un rond à dépenser ailleurs. Bah oui, tout va dans ton loyer. Et c'est ça la trappe à dette, c'est quand la hausse des taux déclenche une hausse du service de la dette, de combien tu dois payer, qui devient supérieure à ton revenu. Pardon, je me suis mis une petite saloperie dans poil dans l'œil. Ça, c'est le... C'est le problème d'avoir les manteaux de Game of Thrones comme... C'est pas grave. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le phénomène de la trappe à dette, tout le monde peut le comprendre, c'est vous avez une dette, le taux sur cette dette est variable, et si d'un seul coup, le taux double, triple ou quadruple, comme vous pouvez pas ne pas payer votre dette, sinon vous êtes déclaré en faillite, à ce moment-là, il faut que vous fassiez baisser vos consommations partout ailleurs, et donc c'est ce qu'on appelle une trappe à dette. Quand la richesse que tu crées, toi, devient inférieure à la hausse du service de la dette, t'es mort, tu dois déclarer la faillite. Et c'est vrai pour un État. Et comme ils ont emprunté comme des fous, on est passé en France de 70% de dette au PIB à 125 en quelques années, quoi. Maintenant, imagine que la France croisse de 3% par an, allez. Bon, quand la dette est à 100%, ça veut dire du PIB, il y a 3% du PIB qui va devoir aller au service de la dette.
Tu vois, si les deux sont égaux. Mais si la dette devient 150% du PIB, il va falloir 4,5. Oui. Et si le PIB continue à croître de 3, c'est pas assez. Donc, il va y avoir quasiment la moitié de l'augmentation, là, de 3 à 4,5, c'est-à-dire 1,5, qui va être pris aux consommateurs de base pour servir le gars qui a prêté de l'argent à la France, comme le Qatar ou la Hollande. Et à ce moment-là, le niveau de vie baisse à due concurrence de la hausse des taux. Et plus les taux montent, et plus il faut transférer au Qatar et à la Hollande, et moins il en reste pour le gars qui travaille. Et si le type est doué, il se dit, bon, donc on n'arrête pas de augmenter les impôts, etc., parce qu'on a fait des trucs qui, comme je vous rappelle que j'étais d'accord ou pas, c'est pas la question, mais par contre, si je pars pour Londres ou si je pars pour le Qatar ou la Hollande, je vais toucher 50% de plus de salaire, ou 60 ou 100%. Donc, toutes les forces productives s'en vont. Et quand les forces productives s'en vont, l'économie implose, ce qui fait que le déficit budgétaire augmente, la dette augmente. Et celui qui a mis à jour la notion de trappe à dette, c'était Keynes, et qui disait la seule façon, c'est d'écrouler les taux. Mais il fallait écrouler les taux pendant la période où les taux étaient trop élevés, pour les remonter ensuite après. Mais ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a écroulé les taux et on les a laissés en bas pendant 10 ou 15 ans. Et ce qui fait que la dette est passée au travers du toit. Vous regardez ce qu'a fait la Suède, on se parle souvent de la Suède ici, j'ai montré les exemples sur la Suède. La Suède, pendant la même période où la France passait de 60% de dette à 120, ils sont passés de 60 à 30, parce que chaque fois que l'économie commençait à croître, ils touchaient à rien, et l'État passait en surplus budgétaire et remboursait sa dette. Nous, on n'a fait qu'accumuler de la dette sur de la dette. Alors, on va reprendre la création volontaire de l'inflation. Et on va mettre l'exemple de l'Allemagne, qui fut la championne de lutte pour maintenir la valeur de la monnaie en gardant des taux d'intérêt réels au travers du temps. Alors, tu l'as fait, mais tu le connais. Alors, il n'est pas sorti en couleur, oui, mais tu peux expliquer aux gens. Le graphique va apparaître, je le donnerai. En bleu, vous partez tout à fait à gauche. Quand l'Allemagne était bien gérée, qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la Bundesbank, vous savez ce que disait Delors? Il disait que tous les Allemands ne croyaient pas en Dieu, mais tous les Allemands croyaient dans la Bundesbank. C'est-à-dire qu'ils pensaient. Alors la Bundesbank, c'était une banque centrale qui avait été établie, imaginez-vous, par les Anglais. Ah bon? Oui, en 1945, c'est eux qui avaient fait les statuts et tout, pour que plus jamais l'Allemagne ne puisse emprunter pour financer une guerre. Ça partait donc d'un très bon sentiment. D'un très, très bon sentiment. Et donc ils avaient mis des espèces de contraintes extraordinaires. Ce qui fait que et je crois, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je crois qu'une de ces contraintes, c'était que si l'inflation demeurait au-dessus d'un certain niveau, les gens qui étaient au conseil de la Bundesbank étaient responsables sur leurs fonds propres. C'est à eux. Donc ça motive vachement, ça. Ça motive vachement. Si d'un seul coup, si M. Trichet avait été dépendant des résultats du Crédit Lyonnais, alors qu'il était au conseil et que le Crédit Lyonnais a fait faillite, peut-être on n'aurait jamais plus entendu parler de M. Trichet, il n'aurait pas fait tous les désastres qu'il a fait. Bon, donc je veux dire, il y avait toute une série de contraintes comme ça qui étaient très bien. Donc pendant de 1955-60 à 2012, la Banque centrale allemande servait entre 3 et 5% d'intérêt réel année après année aux prêteurs. Jamais en dessous. Alors que nous, en France, on était à -5, -6, -7. Donc, tous les épargnants du monde se disaient, elle est bien cette Bundesbank. Elle est sympathique. Donc, ça faisait quand même une valeur refuge de se dire, t'achètes une obligation d'État allemande, et je fais entre 3% par an, je suis très content. Tu joues le temps long, tu te dis, voilà, j'aurais ça pour mon Et moi, vieillage. quand j'étais gérant, ce que je faisais, c'est que en partie, je gérais sur l'Europe à l'époque, et je me disais, bon, je comprends rien à ce qui se passe, qui arrive plus fréquemment que ce que vous pensez. Qu'on ne laisse montrer, hein. Oui, je le disais pas aux clients. À l'intérieur de toi. J'avais comme un gros doute. Et donc, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je me disais, je comprends rien, je vais filer le pognon à la Bundesbank, et ils vont me donner entre 3 et 5%. Et pendant, ça me donnera le temps de réfléchir. Et puis, ça me permet d'étudier, voir ce que je dois vraiment faire. Et puis, toujours dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui suivaient, il y avait un autre pays européen qui faisait une grosse ânerie. La France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, son marché boursier s'écroulait. Et à ce moment-là, je sortais des obligations allemandes et je me précipitais vers le marché qui était écroulé. Qui venait d'écrouler en me disant au moins c'est pas cher, au son du canon. Et puis quand le marché remontait, parce que il remonte toujours un jour ou l'autre,
À ce moment-là, je revendais mon marché qui est remonté. J'allais me réfugier à nouveau c'était, si vous voulez, j'avais une place forte qui était le Bund. Voilà. Et puis je faisais des sorties. En fait, c'était une sorte de caverne d'hibernation. C'était une caverne d'hibernation, voilà. C'est-à-dire, en temps course, tu rentrais, tu cachais la truffe à l'intérieur. Je me cachais exactement. Voilà. Quand il fallait hiberner, j'allais hiberner en Bund. Et puis dès que le printemps revenait, je ressortais plein de cafards au soleil, très content. Mais maintenant, aujourd'hui, croyez-le ou pas, vous le verrez sur le graphique, les taux d'intérêt réels en Allemagne sont à -7, -8. Donc, si je laisse maintenant mon argent en Bund, le capital que les clients m'auront confié baissera de 8% par an. C'est-à-dire qu'ils me donnent 100, et un an après, ils pourront acheter 92, et un an après, ils pourront acheter 83. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va très très vite, hein. C'est-à-dire que c'est une machine à détruire de l'épargne. Alors là, sur le graphique que vous allez voir apparaître, la ligne rouge, qui est le graphique du haut, représente les taux réels, les taux d'intérêt moins le taux d'inflation, sur les bons du Trésor à 3 mois en Allemagne depuis 1975. La ligne bleue en bas représente l'indice des prix du détail en Allemagne en variation sur 12 mois. Et là, nous sommes à 7,91%. Enfin, la ligne jaune sur l'échelle de droite représente le prix du baril de pétrole en euros. Nous sommes à 107 € du baril. En euros. En euros, voilà. Et donc, ce qui se passait, vous le croirez ou pas, mais imaginez que, du coup, les Allemands, comme ils avaient ce qu'on appelait une monnaie forte, ils payaient toujours leur pétrole à peu près à 30 $ le baril. Et si le dollar baissait beaucoup parce que les Américains faisaient n'importe quoi, ils le payaient toujours à 30 € le baril, si j'ose dire, 30 € le baril, parce que avec 30 € on achetait beaucoup plus de dollars qu'on en achetait avant. Oui, bien sûr. Donc, tu avais une grande stabilité des prix de l'énergie, et ça marchait très bien. Parce qu'il y avait un vrai prix sur le taux d'intérêt, un vrai prix sur le taux de change, tout allait bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme l'Allemagne est devenue inflationniste. Malgré elle. On va voir pourquoi après... Ils n'avaient qu'à pas se laisser faire, hein. Oui. Mais ils n'avaient qu'à pas se laisser faire. Mais en attendant, aujourd'hui, le marché obligataire allemand, c'était un peu l'encre, ce qui faisait tenir tous les marchés obligataires d'Europe, parce que tous, ils se déclinaient ensuite par rapport au marché allemand. Enfin, cela dit, on a vu dans les échanges que tu as eus avec Markus Kerber, que je vous invite à regarder, qu'il y a une lutte intestine aussi en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a eu des recours devant la Cour constitutionnelle, et ils sont pas ravis non plus. Il y a des forces souterraines qui cherchent à prendre ce pouvoir, quand même. Pas si souterraines que ça, parce qu'en Allemagne, par exemple, l'Allemagne n'a pas le droit constitutionnel, à cause de l'Angleterre il y a longtemps, d'acheter des obligations d'un autre pays, de financer le déficit budgétaire d'un autre pays. Or, c'est ce qu'on a fait au moment de la crise du Covid. Bien sûr. Et avant. Et avant. Et donc, quelque part, la constitution allemande, et quand quelqu'un vous dit il faut maintenant supranationaliser toute la dette européenne comme ça. C'est ce qu'ils cherchent à mutualiser la dette européenne. Et c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel en Allemagne. Donc, on va avoir un gros problème un jour. Pour l'instant, la Cour de Karlsruhe a botté en touche avec beaucoup en essayant de pas répondre. Mais enfin, bref, il y a un moment ou un autre, ils vont devoir bouffer ou bien ils perdent toute crédibilité, ou bien ils disent le droit, quoi. Ça va être un moment, il va falloir qu'ils disent le droit, Et je dois dire que les juristes allemands tiennent bon. Les juristes allemands tiennent bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on a eu 3 ou 4 crises de l'euro depuis le début, hein. 2008, 2009, 2012, et puis il y en a eu d'autres. Et à chaque fois, les taux d'intérêt italiens montaient. Oui. Bon. Et qu'est-ce que faisait la BCE? C'est qu'elle se mettait à acheter des obligations italiennes pour faire baisser le taux d'intérêt italien en dessous du taux de croissance, de façon qu'il ne rentre pas dans une trappe à dette. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ce faisant, elle crée de la monnaie. Oui. Et si tu crées de la monnaie, l'inflation va partir. Bien sûr. Mais avec l'inflation qui ne va pas partir, mais qui est déjà à 8 en Allemagne, les Allemands commencent à dire acheter des obligations italiennes, c'est fini. Nein, verboten. Bref. Et du coup, les taux d'intérêt s'écartent entre l'Allemagne et l'Italie, et on ne voit pas qui va acheter les obligations italiennes. Et donc, on a vu cette semaine de ce qu'on appelle le yield. Le spread. Le spread entre les yields, c'est-à-dire que, oui, les taux d'intérêt italiens, maintenant, doivent payer quasiment 2 à 3 points de plus que les taux allemands. Il
à 2 ans, si vous voulez, les taux allemands étaient à moins 0,70, les taux italiens étaient à 1. Aujourd'hui, les taux italiens sont à 4. Et comme le PIB italien n'a jamais cru depuis des décennies au-dessus de 2, 2,5, si vous payez 4 sur 150% de dette, que vous rentrez dans une récession, que donc la dette va augmenter encore parce que l'Italie va rentrer dans une récession à cause des prix du pétrole, etc., eh ben, ils sont en plein dans une trappe à dette. Et alors, voilà, le système devient explosif. Là, on va mettre le graphique sur la trappe à dette en Italie, avec, vous allez voir, 3 pics, et la dette gouvernementale en pourcentage du PIB, qui est aujourd'hui à 147%, c'est ça 150, c'est ça. 150. C'est-à-dire que si l'Italie croit à aller à 2, ou à 3, parce que ça fait des calculs faciles, si sa dette était à 100% du PIB, il faudrait que toute la croissance aille au service de la dette. Mais à 4,5, il faut que 150% de l'accroissement aille au service de la dette. C'est-à-dire que le niveau de vie en Italie, à partir de maintenant, va baisser structurellement. Il va y avoir une baisse de la consommation considérable parce que le niveau de vie des gens va baisser. Mais c'est pas possible autrement. C'est pour ça que dans la Bible, autrefois, vous direz, je vais toujours, tous les 70 ans, il y avait ce qu'on appelait le jubilé. C'est-à-dire que ceux qui avaient des dettes, elles étaient effacées. Parce que quand la dette commence à se capitaliser plus vite que la richesse, tout le monde saute. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose que tout le monde saute. Donc on dit aux gars, vous allez rembourser simplement 30% de la dette, ou je sais pas quoi. Oui, donc là, on fait tu en avais parlé en France, le 1 pour 3. Le 1 pour 3, c'était en 1797, où on a fait ce qui s'appelait la faillite des 2 tiers, c'est-à-dire que l'État français a dit, bon, on vous devait 100, alors là, dommage. Mais enfin, on vous en donne 33, on vous donne un joli papier bien colorié, garantissant qu'on va vous payer 3 ou 3,5 sur ces 33 jusqu'à la fin des temps, mais on vous le remboursera jamais. Hein. Ouais. On vous le remboursera jamais. Donc on va se retrouver dans un monde où il va falloir que soit que la monnaie aille à zéro parce que l'hyperinflation arrive, soit que il y a une coupure de la dette, mais dans les deux cas, le pouvoir d'achat des gens qui travaillent dans le pays va s'écrouler parce qu'il y a une partie importante du pouvoir d'achat depuis 25 ans en France qui n'a pas été du pouvoir d'achat gagné, mais du pouvoir d'achat emprunté. À partir du moment, donc le pouvoir d'achat, c'était l'emprunt plus la richesse. À partir du moment où l'emprunt cesse, tu tombes à ta vraie capacité de dépense, plus, je sais pas quoi d'autre, peut-être rembourser un peu de la dette. Et donc, tu vas avoir une baisse du niveau de vie, mais considérable. Là, écoute, on va mettre quand même, parce qu'on a un peu dépassé, mais on va remettre le graphique, le 3e graphique sur les taux d'intérêt et le service de la dette en pourcentage du PIB italien. Et c'est pas difficile, c'est qu'aujourd'hui, ils sont à peu près à 3% du PIB, avec des taux d'intérêt qui, en moyenne, doivent être à 2, parce qu'il y a une espèce de lente décrue. Vous savez, de la duration moyenne de la dette italienne, ce qui est une notion complexe, mais c'est à peu près 7 ans. C'est-à-dire qu'en 7 ans, toute la dette tourne. Il faut 7 ans pour que toute la dette tourne. Donc, si les taux d'intérêt montent fortement, le seul sur lequel sera un impact, ce sera la première année. Et puis, si ça reste haut, la première plus la deuxième, puis la deuxième plus la troisième, etc. Puis il faut aussi calculer avec combien tu avais payé 7 ans avant. Donc, c'est une espèce, tu fais une soustraction, combien tu avais payé 7 ans avant, plus combien tu vas payer cette année, est-ce que c'est en hausse ou en baisse? Bon, comme les taux d'intérêt baissaient tout le temps, cette différence était toujours positive, ce qui permettait, soi-disant, d'emprunter plus. Mais maintenant que la courbe se redresse, les taux se redressent, et que l'endettement ça augmente, je sais pas ce qui va se passer. Donc, pour la première fois de ma carrière, je suis devant une situation en Europe où je dis aux gens, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes dans une situation de rupture. Et là, on est donc le jeudi 16. Hier, la Banque centrale américaine a relevé les taux de 3/4 de points. 3/4 de points. Qu'est-ce que ça va entraîner pour nous en France? Ça veut dire que c'est très difficile parce que les taux italiens qui ont monté, très bien, ils ont monté, mais ils sont quand même inférieurs aux taux américains. D'accord. Et bon, les États-Unis vont pas bien, mais l'Italie va pas bien du tout.
Donc logiquement, les taux d'intérêt devraient être plus hauts en Italie. Pourtant, ils ont quand même une balance commerciale. Ils ont une balance commerciale excédentaire. De 64 milliards. Ah, non, nous, on est bien pire. Nous, nous, on est à 100 milliards déficitaires. Déficitaires plus les Italiens avaient ce qu'on appelle un surplus primaire, c'est-à-dire que hors intérêt, ils étaient en surplus. Parce que nous, on a une balance hors intérêt, on est déficitaire. C'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les intérêts. Ouais. On est vraiment, nous, on est en cavalerie, quoi, mais ça fait longtemps que ça dure. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les États-Unis, qui aujourd'hui doivent prendre la décision de rendre le dollar à nouveau une monnaie dans laquelle on peut épargner, disent l'Italie, finalement, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire qu'encore une fois, les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen, quoi, comme pour l'Ukraine. Oui, mais ils ont quand même conscience, j'imagine, que s'ils font ça, c'est l'euro qu'ils pètent. Oui. Parce que beaucoup de gens disent les Américains. Alors certains disent c'est les Américains qui ont voulu l'euro, d'autres disent les Américains sont jaloux de l'euro, ils ont toujours voulu le faire péter. Moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Là, à ce stade de la vie, je vais essayer. Avec Monsieur Biden. Avec Monsieur Biden, ils auraient la faute et puis en plus ils comprennent rien. Mais essayons de réfléchir. Bon, il y a toute une série, mais plus que les États-Unis, la France, l'Europe, etc. Les gens sont quand même surpris à l'heure actuelle de l'espèce de distance qu'il y a entre les décisions que les pouvoirs politiques prennent et les attentes de la population. On l'a vu pour le Covid, on se dit, mais on a l'impression que quoi qu'on pense, ils en ont rien à cirer. Alors il y a ça, et aussi moi la chose qui me fait très peur, c'est qu'ils prennent, et on l'a vu avec Monsieur Bruno Le Maire, avec Gazprom, des décisions dans des domaines où visiblement ils n'ont aucune compétence et eux-mêmes sont étonnés des résultats que ça amène. Alors il y a ça, j'y viens. Mais là tu as donc... C'est un entonnoir. C'est un entonnoir, mais donc tu as la constatation, donc il y a que 3 possibilités. Ou bien les types, comme Monsieur Le Maire à l'évidence, sont complètement incompétents et ne comprennent rien. Bon. C'est possible. Écoute, on a plein d'indices. On a plein d'indices. Deuxièmement, il est possible que ces gars-là suivent une politique annoncée... Qui n'est pas celle du peuple, en disant le peuple, il comprend rien, c'est que des gros couillons, ils vont voter contre l'Europe, mais de toute façon, l'Europe, ils n'auront pas tout pareil, donc ils disent, moi je sais mieux, c'est la technocratie qui s'impose, et si vous n'êtes pas d'accord, vous perdez votre boulot, on vous vire de l'hôpital, etc. C'est un agenda caché. Un agenda, pas si caché que ça, d'accord, mais un agenda qui n'est pas celui qui est le leur. Et ils disent, moi, j'en ai rien à foutre. Par exemple, ils vont nous recoller probablement le passeport, le pass sanitaire. Il va y avoir un vote du Parlement européen. Le Parlement, s'il sera un vote où il n'y aura pas de débat. Donc, comme l'ordre du jour du Parlement européen est déterminé par la Commission, donc la Commission peut décider que ce que désirent les parlementaires qui sont censés représenter les peuples européens, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est que moi, aux missions, j'ai un but depuis toujours, créer un État européen, et on fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc je le fais. Donc, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, à laquelle les gens ne font pas très attention, c'est qu'on a juste un groupe criminel qui a pris le pouvoir. Et c'est le phénomène que plus tu es près de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle Cantillon, l'effet Cantillon, plus tu peux, quand la Banque centrale fait n'importe quoi avec la monnaie, c'est toi qui reçois l'argent en premier, donc tu achètes des actifs réels avec une fausse monnaie, et tu t'enrichis comme un goré. Ça, c'est le principe du capitalisme de connivence. Effectivement. Et tu en avais parlé avec Anis Ladjef tantôt dans une vidéo qui a 1 an, mais qui reste terriblement, qui n'a pas pris une ride. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu peux hypothéquer, quand tu apportes un immeuble sur les Champs-Élysées et que tu peux hypothéquer cette valeur, lever des fonds, effectivement, tu achètes des actifs, Tant que les taux sont bas, tu gagnes. Alors là, justement... Attends, je finis cette troisième hypothèse. Ça veut dire simplement que si c'est le cas, encore une fois, je vais raconter l'histoire, c'est que il y avait un type il y a une dizaine d'années qui m'avait demandé, qui m'avait invité à déjeuner, qui était le président d'une des 7 banques de réserve fédérale aux États-Unis, celle de Kansas City, qui était un type tout à fait, qui s'appelait Thomas Hoenig, et qui m'a dit, on parlait de ça, comme je parle avec toi, là. Et à la fin, il m'a dit, Charles, vous êtes très sympathique, mais il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est qu'à la fin, pendant les années Clinton, il y a la Banque centrale américaine qui est tombée sous la coupe d'une association de criminels. Il m'avait donné les noms que je ne donnerai pas ici, qui sont des grandes banques. Et depuis, la politique américaine est faite pour que ces grands criminels s'enrichissent.
Bah, il n'y a qu'à voir, si Donc, vous voulez, qui s'est enrichi. Qui s'est enrichi. Depuis les 10 dernières années, et vous aurez les noms. Vous aurez les noms. Et donc, je me suis dit, j'y avais pas pensé à ce coup-là. Et depuis, je me dis, mais il faut que je fasse attention, parce que dans le fond de nos esprits, en tant que bons Européens et bons catholiques et bons chrétiens, ou tout ce que tu veux, tu penses que le gars que tu as mis au pouvoir est à la recherche du bien commun. Mais c'est pas du tout certain. Il est peut-être à la recherche du bien pour sa classe à lui. Et s'il est en train de plumer tout le monde, dans un jeu à somme négative, où tout le monde va s'appauvrir, il peut s'enrichir, lui, de façon d'abord absolue et relative, mais de façon considérable s'il a les mains sur les bons leviers, quoi. Et donc, ce que je suis en train de me dire, c'est, est-ce que nos pays, les États-Unis, moi, la Grande-Bretagne, mais d'autres un peu partout, l'Europe, ne sont pas tombés dans les mains de groupes criminels qui s'en mettent plein les fouilles. Et c'est une des hypothèses qu'il faut considérer. La méthode scientifique, c'est de considérer toutes les hypothèses. Donc j'en ai et de les exclure en disant au fur et à mesure, comme le Dr House, et sachant qu'à la fin, ça sera pas un lupus. Ça n'est jamais un lupus. Voilà, c'est ce que disait aussi Sherlock Holmes. C'est qu'il disait, quand on a éliminé toutes les hypothèses impossibles, qui peuvent pas se produire, on reste avec une hypothèse 2 qui sont les seules possibles. Et ben là, si vous voulez, l'incompétence, peut-être, j'y crois pas trop, le fait qu'ils aient un agenda caché, peut-être, et le fait que ce soit des crapules, peut-être aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui monte dans mon esprit, et depuis un petit moment, c'est la possibilité que nous soyons gouvernés par des criminels. Moi, je n'exclus... Et le peuple ne sent rien, et le sent très bien, parce qu'il va plus voter. Oui. Il se dit, c'est pas la peine d'aller voter, de toute façon, ils vont m'enfler. Leur but, c'est pas de faire mon bonheur, ils vont m'enfler. Et donc voilà. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je le dis qu'il y a quand même un certain nombre d'indices. Tu parles des élections, mais c'est mon sentiment aussi, de plus en plus en vieillissant, c'est de me dire, en définitive, on me parle de droite, de gauche, de valeurs de la droite, qu'il faudrait... Et je me dis, mais pourquoi on s'échigne à ça? Juste regardez les gens et dites-vous... Quels sont ceux, vous pensez sincèrement avec votre cœur, qui veulent votre bien, qui ont à cœur de vous tirer vers le haut et de faire le bien? Même s'ils se gourent, au moins ils parlent avec le cœur. Et puis ceux, vous avez déterminés, qui font partie d'une sorte de fraternité. De mafia. Oui. Si vous voulez, quand vous allez en Sicile, il y a d'énormes subventions étatiques ou européennes qui arrivent en Sicile depuis des décennies. Elles touchent jamais les petites gens, quoi. Elles disparaissent. Oui, c'est ce que tu expliquais, c'est l'effet cantillon, c'est-à-dire quelque part... si t'es près de la subvention, c'est toi qui la gardes. Voilà, c'est les radis, quoi. Plus t'es près du beurre, quoi. Voilà, t'es près de l'assiette au beurre. Et puis, au fur et à mesure... Si t'es l'asperge là-bas au bout, du beurre, t'en as pas, quoi. Alors, moi, la question que je me posais, c'est donc là, avec cette remontée des taux, la BCE va être quand même obligée de les remonter. D'ailleurs, il y a eu une réunion de crise là tout de suite mais la marge de manœuvre est effectivement... Ils en ont pas, parce que pour la première fois depuis 2000 à peu près, le début de l'euro, 2002, Draghi. La solution, c'est pas de faire baisser les taux, puisque l'Allemagne n'accepterait pas. Donc aujourd'hui, avec une inflation à 8, le rentier gueule quand même. Le rentier commence à gueuler. Et il y en a beaucoup en Allemagne. Et donc, tu te dis, pour la première fois, il y a eu une vraie antinomie entre ceux dont a besoin l'Italie et ceux dont a besoin l'Allemagne. Mais normalement, c'est l'Allemagne qui gagne à ce jeu. Oui, normalement, dans une économie de marché, c'est que le taux de change italien s'effondrerait. Oui, mais on ne peut pas, puisqu'on a une monnaie commune. Eh ben, donc ça veut dire que si les taux d'intérêt montent, que l'Allemagne gagne, l'Italie disparaît. Donc le choix auquel doivent faire face les classes dirigeantes italiennes, qui que ce soit, c'est à un moment, il va falloir qu'elles prennent la décision où je veux la survie de l'Italie, où je veux l'euro. Oui, mais c'est M. Draghi qui est là-bas. C'est M. Draghi, oui, mais il y a des élections en mars-avril 2023. Et c'est dans longtemps quand même. C'est dans longtemps, mais plus ça dure, parce que ça, c'est pas une situation qui va s'améliorer. Ah bah non, c'est une situation qui, la trappe à dette, c'est un machin. Mais tu crois qu'ils peuvent tenir sur leur dette jusqu'en 2023 là? Je sais pas, ça va se passer, ça se passera peut-être avant.
Parce que, imaginons la BCE la rachète en douce des obligations d'État. Oui, mais en douce, tu vois la taille du bilan italien. La taille du bilan de la BCE. S'ils achètent des obligations italiennes, leur bilan va monter, ils le publient toutes les semaines. Ils peuvent faire racheter, parce que l'Italie détient beaucoup sa propre dette, donc ils peuvent tenter d'influer sur ceux qui ont déjà de la dette, d'en refiler un peu, mais enfin les gens, ils ont pas envie d'avoir des actifs pourris plein leur surtout s'il y a une récession en Italie et que la quantité de dette augmente. Donc on arrive un petit peu à un moment de vérité où il y a une vraie opposition entre ce dont ont besoin deux pays. Je sais pas du tout comment ça va se résoudre, mais si on va à l'hypothèse que c'est la classe criminelle qui est au pouvoir, c'est la troisième de mes hypothèses, il est possible qu'elle voit un avantage à faire sortir l'Italie en se disant je vais acheter des actifs en Italie avec cette fausse monnaie, et puis quand ça sera bien pété la gueule, mon palais à Rome, il vaudra toujours de l'argent. Hein. Oui, d'accord, mais tu te rends compte le message que ça envoie, c'est quand même... Ah mais ils le feront en douce, tu le sauras pas. Enfin, les Italiens vont se rendre compte s'ils retournent à la lire, quand même. Ben oui. Mais ils le feront, si tu veux, mais ils achèteront avant le retour à la lire, en ayant emprunté de la lire, et eux, ils s'en feront, et puis ensuite, ils diront, vous savez, la grosse malheur, la guerre, on n'a rien pu faire d'autre, quoi. Oui. Donc, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est... Enfin, ça enverrait quand même un message au Portugal, à la Grèce... Et surtout que si l'Italie sort de l'euro, d'après cette imbécilité du traité de l'euro, l'Italie sort de l'Europe. Comme la Grande-Bretagne. Oui, tu peux pas sortir de l'euro si tu as été dans l'euro sans sortir de l'Europe. Donc à ce moment-là, l'Italie sort de l'euro. Mais si l'Italie sort de l'euro, elle a un appareil industriel aujourd'hui qui est plus efficace et moins cher au cours actuel de change que la France ou que l'Espagne. Donc si l'Italie dévalue de 25%, on ferme toutes nos usines. Hein, on ferme nos usines textiles ou tout ce qu'il en reste. Sur le luxe. Sur le luxe, on ferme tout. On ferme surtout les bagnoles, on ferme tout. Il n'y a plus rien qui tient. Donc, c'est une onde de choc pour l'Europe. Et paradoxalement, ça me rend très optimiste sur l'Europe. Parce que je me dis, on va enfin sortir de cette espèce de glu. Donc, c'est pas le moment d'acheter en Italie, attendez 6 mois quand même. Attendez 6 mois, mais ce que essaye de réfléchir avec moi, parce que c'est intéressant. Quand j'étais à Londres, j'avais vu des clients anglais pendant 2 jours là. Vous savez, c'est terrible Londres parce que d'abord c'est sale, les gens meurent de faim dans la rue, ils mendient partout. En fait, ça pète de fric. J'ai vu des voitures que je vois jamais en France. Londres est d'une richesse. Bref. Il n'y a pas de grève de poubelle. Non, parce qu'ici on a juste en local à Paris, on a une grève de poubelle, donc c'est assez drôle alors qu'on a une canicule de se retrouver en plus avec des poubelles qui puent, ça fait juste plaisir. Et les poubelles qui puent, ça tire les rats. Je sais pas pourquoi. Ce matin, je suis sortie avec le chien. Il y avait, j'ai toute une communauté de gitans qui est là en bas de chez moi. Donc je sortais, il y avait les gitans, les poubelles qui puent, mon chien qui essayait de vaquer au milieu. Je me disais, mais où je vis? Mais ça, c'est pas le cas à Londres. Bon, bref, on sait bien que la sortie le Brexit, ça allait amener l'Angleterre dans une pauvreté infinie, mais pour l'instant, c'est pas très visible. Enfin, bref. Pardon. Donc, j'étais à Londres et je leur disais, réfléchissez avec moi. Quand l'Asie s'est pété la gueule en 98-99, bon, vous pouviez dire, c'est bien triste, c'est affreux, etc. Mais qu'est-ce que vous deviez faire? Encore une fois, je me place avec une froideur absolue. Je suis pas là pour passer des jugements moraux. C'est terrible que la guerre que l'euro disparaisse. Je suis pas là pour passer un jugement moral. C'est pas mon boulot. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les affaires qui gagnent de l'argent en France aujourd'hui, avec le niveau de change, le niveau de réglementation, le niveau d'imposition en France, elles sont incroyablement bien gérées. Si d'un seul coup, avec l'euro qui disparaît, le taux de change du franc français baissait de 50%, vous imaginez le pognon qu'elles ont gagné. Et donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est commencer à surveiller de près Air Liquide, Schneider, LVMH et tout, parce que je vais dire que l'évolution prévisible, ça va être un transfert de richesse massif du consommateur français qui n'aura plus les moyens de consommer vers les producteurs de ces pays-là, à destination des pays dont les monnaies vont réévaluer. Et donc, il va peut-être pour la première fois, pour la première fois depuis des années, je suis en train de dire, il y a peut-être des trucs intéressants qu'il va falloir commencer à regarder, qui produit en France aujourd'hui, il n'y en a plus tellement, de façon rentable,
dans les circonstances actuelles, parce que le jour où le coup part, par contre, il faut avoir rien qui dépend de l'État et rien qui dépend, par exemple, la pharmaceutique, vous allez vous faire un sacré. Mais tu as pas peur, du coup, que, je sais pas, le Qatar vienne racheter tous nos actifs? Ben oui, mais je préférerais, s'il me le rachète à 4 fois le prix que j'ai payé, je veux bien, moi. Ah oui, non, mais à toi. Mais je sais pas, tu vois, je reprends l'exemple en face de Versailles, des anciennes écuries qui devaient être vendues. Je me dis, c'est quelque part, les joyaux de la couronne, j'exagère un peu, mais des biens qui dépendent de l'État soient vendus à peu de frais. Oui, c'est peut-être pour ça que la classe criminelle sera aussi assez d'accord pour que ça se passe. Voilà, parce qu'ils vont... Mais alors là, on va regarde le pognon qu'ont fait les oligarques quand Yeltsin était au pouvoir et qu'ils ont acheté tout ça à 1 euro les 10 000 mètres carrés, quand même. Oui, je connais des gens qui ont fait des belles fortunes au moment du rideau de fer. Au moment tout ça, et qui étaient à la tête d'une banque à Londres, qui ne sont pas laissés très longtemps, mais qui se sont fait faire des prêts. Bref, on va pas en parler parce que ce serait mal. Ça va énerver tout le monde. Donc, c'est encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est que nous arrivons à un moment de rupture. Il n'y a plus de solution de marché et toutes les espèces de ficelles, à mon avis, que les banques centrales, les gouvernements, manipuler les taux italiens, faire n'importe quoi, c'est fini. Oui, parce que rappelons une chose, les gens sont prompts à dire oui, mais Charles Gave, c'est horrible, d'abord c'est un complotiste, et ensuite, il avait annoncé la fin de l'euro depuis des années et ça n'est jamais venu. J'ai jamais annoncé la fin de l'euro, j'ai dit dès le départ, ça marchera jamais. Voilà. Ce qui a été le cas. Ça a été le cas, ça marche pas. Ça, on peut le voir. Et la deuxième chose, c'est que ça devait se péter plus tôt, mais c'était pas prévu qu'ils aient la possibilité de racheter des obligations d'État. C'était interdit. C'était interdit. Donc, les gars, si on commence un match de foot et qu'au milieu vous changez les règles, faut pas s'étonner si on avait annoncé des pénaltys, quoi. On dit ça. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les règles du traité ont été violées avec enthousiasme et la bénédiction de toute la classe jacassière en France, qui était très contente de voir qu'on faisait une mutualisation de la dette, que les banques centrales pouvaient acheter de la dette, 2 trucs qui étaient formellement interdits par les traités. Formellement, il disait, en aucun cas il ne pourra y avoir une mutualisation de la dette, en aucun cas il ne pourra y avoir un achat par la Banque centrale. Or, aujourd'hui, depuis 1 an et demi ou 2 ans, toute la nouvelle dette émise par les États en Europe, les déficits budgétaires, a été achetée par la Banque centrale. Il n'y avait rien pour le marché. C'est pour vous dire si les taux d'intérêt sur le marché étaient des taux d'intérêt de marché. Ça n'avait rien à voir. Donc, quand vous avez des gens comme ça, vous dites, comme tu dis, c'est comme Ellis qui a inventé le rugby, qui dans un match de soccer a décidé en 1850 un rugby, là, de prendre la balle à la main et de courir avec, quoi. Ouais, c'était plus le même jeu. Il a inventé le rugby, mais enfin, c'était pas ce que j'avais inventé. C'était pas l'idée qu'on avait. Voilà. Donc ça, je veux dire par là, on arrive à une période de rupture, et les périodes de rupture, pour ceux qui sont flexibles, sont des périodes extrêmement intéressantes. Encore une fois, je ne pense pas que le sort des Russes se soit détérioré quand le communisme est tombé. Ils ont ramassé 2 ou 3 ans difficiles, ou 4 ans ou 5 ans, mais aujourd'hui, ils sont mieux. Et donc, si on sort de cette espèce de monstre communiste qu'on est en train de nous faire avec l'Europe, là, on sera mieux. Donc, encore une fois, la fin de l'euro, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, j'ai une question, quid de l'immobilier en ville? Parce que j'ai quand même l'impression, en tout cas pour Paris, que les prix, dans une certaine mesure, sont tenus par les taux bas. Ils sont d'abord par les taux bas, et ensuite il y a très peu de transactions. Depuis que je suis petite, depuis que j'ai l'âge de comprendre les prix de l'immobilier, on me dit c'est beaucoup trop haut à Paris, ça va s'effondrer. Moyennant quoi, ça fait quand même 40 ans que les prix sont incroyablement hauts et doivent s'effondrer. Et continuent à monter. Alors j'ai l'impression que le prix de l'immobilier est voué, en tout cas à Paris, à rester... En tout cas, d'abord il risque de rester haut, mais peut-être en monnaie locale. Oui, donc avec de la monnaie de singe. C'est-à-dire qu'on va dire une monnaie qui sera, l'immobilier, je sais pas combien l'immobilier, elle est 10 000 euros le mètre carré. Si on dit à un moment où on recrée le franc, ça sera 1 euro égal à 1 franc, puis ça changera assez rapidement après. Ça restera 10 000 francs le mètre carré, par exemple, le nouveau franc, j'en sais rien. Mais le franc t'achètera pas la même chose à l'étranger. Après, il y aura peut-être un effet San Francisco. Oui. Ça devient tellement pourri que les gens se barrent. C'est-à-dire que fort du Stade de France et autre chose, que les gens commencent à dire C'est une bonne question. Il faudrait vérifier les prix d'immobilier dans la Seine-Saint-Denis.
Non mais voilà, non mais indépendamment de la Seine-Saint-Denis, s'ils commencent à mettre des maisons à crack, comme c'est le cas à Chardon-Lagage dans le 16e, ça va énerver, ça, oui. Et mettre dans les beaux quartiers des situations de faille, on va se retrouver comme à San Francisco, où la population qui avait de la galette décide de partir parce que c'est plus possible, et dans la rue, des gens... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à San Francisco, ils se barrent au Texas, ils se barrent au Wyoming, ou ils se barrent... au Nevada ou j'en sais rien, et là ils continuent à voter comme des cons. Oui. Ils se barrent parce que les impôts ça marche pas, les démocrates ça marche pas, et quand ils arrivent là-bas ils votent la même chose. C'est quand même extraordinaire la différence qu'il y a entre la perception de la réalité, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, non? Oui, une dissonance cognitive. Les types ils disent ça va pas du tout, ils vont ailleurs et ils votent pour les mêmes. Voilà. On a peut-être vu ça en France d'ailleurs au moment des dernières élections présidentielles. Oui, mais c'est-à-dire qu'en France, encore à la rigueur, tu peux te dire, on s'est servi de l'épine plantée par Mitterrand depuis la nuit des temps de l'extrême droite, et là, pour les législatives, on a recours à l'extrême gauche. C'est-à-dire que maintenant, vous avez aimé Macron en défense contre l'extrême droite, vous allez adorer Macron en défense contre l'extrême gauche et le pouvoir des NUPES ou des NUP, parce que l'Académie française n'a toujours pas donné d'avis pour savoir si on devait le prononcer d'une façon ou de l'autre, figure-toi. On devrait le prononcer, à mon avis, un peu enrhumé en disant les dupes. Alors, on ne sait pas si on doit le prononcer en jupe, nup ou nupes. Ou dupe. C'est pas à mal mon aussi. avis, je crois, dupe, ce serait très bien. Votez pour le parti des dupes. À mon avis, il y en a tout un tas qui vont pas être déçus, là. Voilà, donc l'immobilier, tu n'as pas vraiment d'idée Non, j'ai pas vraiment d'idée, mais j'ai quelque chose qui me fait peur sur l'immobilier. C'est que pour des raisons psychologiques, politiques, démagogiques, on a subventionné l'immobilier en France d'une façon ou d'une autre parce que c'était quand même les actifs principaux de tous ces gars qui nous gouvernent. Donc ils aiment bien que l'immobilier monte, c'est ce qui s'appelle un enrichissement sans cause. Bon, maintenant, admettons que la quasi-totalité de la fortune française c'est soit barrée à l'étranger depuis 20 ans, première hypothèse, il y en a un paquet. Pour les grosses fortunes, oui. Après, restent en France les dentistes, les chirurgiens esthétiques, 2, 3 appartements, etc. Que la NUPES, les DUPES vont considérer comme riches, mais à l'échelle de la grosse galette, c'est comme pas le cas. Arnaud, c'est pas le cas. Non, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que ceux qui sont restés, qui auront donc des actifs immobiliers, à peu près tout, parce qu'il n'y en a pas un qui aura des actions, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va dire, maintenant qu'on vous a bien tous mis dans une belle nasse, c'est là où on va vous bouffer. C'est-à-dire que c'est l'inconvénient de l'immobilier, c'est que ça prend pas le train pour Bruxelles. Une fois que t'es là, c'est le triangle des Bermudes. Tu te fais choper et tu peux rien faire. Donc on bloque ton loyer, on met un impôt sur le revenu locatif que tu aurais pu toucher mais que tu etc. Ce qui m'est arrivé. Tu as vu dans les commentaires, il paraît que ça existe et en Suisse et en Belgique. Oui. Cette histoire de revenu putatif locatif. Oui. C'est-à-dire que tu es imposé sur la valeur locative que tu aurais tiré du bien si toutefois. Si tu l'avais loué. Si tu l'avais, visiblement ça existe en Suisse, en Belgique. Oui, ben à mon avis c'est des bêtises, ça. Mais je suis pas sûr que ça existe. Peut-être pas dans tous les cantons, mais en Suisse. Non, ça doit être à Genève, ça. Sûrement. Parce que Genève, c'est là où il y a tous les socialistes français, donc voilà. Et donc c'est tellement facile de taxer l'immobilier. Mais on a commencé, puisque Macron a fait sa réforme de l'impôt sur la fortune, on a sorti les actions et on a laissé l'immobilier. Mm-hmm. Donc comparativement, on a déjà commencé à plus taxer l'immobilier. Et donc l'étape suivante, c'est de dire, l'immobilier, on va mettre un impôt, je sais pas, de 2% sur la valeur de l'immobilier chaque année, ou d'1%, ou j'en sais rien. Et la valeur de l'immobilier baissera de la valeur actualisée de l'impôt que tu as collé dessus. C'est un truc. Ça, plus la remontée des taux, parce que les gens s'endettent en général pour acheter. Et puis la démographie qui est merdique. Faut pas oublier que la grande nouvelle des 30 ans qui viennent, dont personne ne parle jamais, c'est la disparition des Caucasiens en Europe. Il y en aura plus dans 30 ou 40 ans. Si vous voulez, le droit de propriété, tout ça, c'est un peu un truc... Je sais pas si je parle de mais c'est simplement parce que on ne fait pas d'enfants, quoi. Oui, ça je comprends. On fait pas d'enfants, donc effectivement, on va se retrouver possiblement dans une société avec beaucoup d'appartements. Mais d'abord dans une société avec beaucoup d'appartements et peut-être un changement profond du droit. Oui. Je veux dire, notre droit, il est appuyé sur une tradition historique. Le droit.
séculaire. Bon, il n'y a qu'à voir séculaire, il n'y a qu'à voir comment on a respecté le droit de propriété des Russes qui avaient des actifs en France. Tu as vu que là, ils veulent pousser encore plus loin et aller chercher les propriétés sur la Côte d'Azur juste de Russes, même pas des oligarques. Oui. C'est-à-dire, maintenant, t'es russe, on te prend ton bien. Ça va envoyer un message assez fort internationalement. Je sais pas, bien sûr, d'abord ça envoie un message, mais c'est quand même très curieux. Les Chinois vont se dire, nous, si on achète un truc, c'est pas qu'ils vont se dire, c'est que le gouvernement chinois est en train de dire à tous les Chinois, dites les gars, vous achetiez des appartements à Vancouver ou à Paris pour vous protéger contre l'insécurité juridique en France. Je veux dire en Chine. En Chine, on peut pas faire pire. Non, c'est pas ça, mais je vous signale que votre appartement à Shanghai, vous l'avez toujours, personne ne vous le piquera. Parce qu'on est là pour vous empêcher de le... Tandis que là, vous voyez, ces gens-là, ce sont des gens qui respectent pas le droit de propriété. Donc, si vous enlevez la clientèle internationale qui achètera peut-être beaucoup moins à Paris, si vous rajoutez la hausse des taux d'intérêt et une très possible hausse de la fiscalité, ça devient quand même moyennement intéressant, quoi. Plus un système qui fait que, par exemple, si vous laissez votre maison à la campagne et qu'il y a des gars qui font, comment on appelle ça, du squat. Du squat, il te faut 3 ans pour les virer, quoi. Oui, et quand tu reviens, il reste plus rien, quoi. Donc, on est rentré dans ce que j'appelle un marché baissier, un bear market. Et l'expérience que j'ai eue des marchés baissiers, qui est quand même une expérience, j'en ai ramassé un certain nombre, c'est quand même un truc très intéressant parce que quand le bear market commence, les gens se disent mais pourquoi ça baisse? Ils savent pas pourquoi ça baisse. En quelque sorte, le marché c'est quelque chose que les gens n'ont pas encore compris. Et là, les marchés baissent partout. Et je suis en train de me dire, est-ce que la vraie raison derrière cette baisse des marchés de l'Occident, c'est pas simplement que les gouvernements se sont arrogés le droit d'attaquer le droit de propriété. Ah oui. C'est-à-dire de dire la sécurité juridique que j'avais, je ne l'ai plus. Parce que d'abord, ils commencent à attaquer les Russes, puis ils attaqueront les Gitans, puis ils attaqueront les Chinois, puis ils attaqueront, et puis à la fin, ils attaqueront ceux qui sont blonds aux yeux bleus, quoi, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils sont pas... Ceux qui ont des lunettes. Ceux qui ont des lunettes. Non, mais exactement. Donc, à partir du moment où le gouvernement s'arroge le droit pour des questions de souveraineté internationale, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais vous pouvez expliquer qu'est-ce qui donne le droit, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, on n'est pas officiellement en guerre avec la Russie, de bloquer les trucs des Russes. Non, mais de porter atteinte au droit de propriété individuel. Sans passer par une procédure légale. Par des tribunaux par exemple, on a français. fait ça pour des potentats d'Afrique, etc. On leur a piqué ce qu'ils avaient à Paris. Mais ça a pris des années, il a fallu prouver. Il me paraît évident qu'il faut passer... Il y a ce qu'on appelle le due process. Mais voilà. Et il n'y a pas à avoir une décision qui arrive de Bruxelles ou je ne sais pas où, et de ne pas avoir des recours qui passe par des tribunaux locaux. Enfin, normalement, ça devrait être une action disant voilà pourquoi un juge regarde, ça passe en cour d'appel et l'affaire prendrait 7 ans, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et là, les gouvernements viennent de s'arroger le droit, d'abord, de piquer des propriétés à des gens qui ne demandent rien à personne. Et ce que je trouve de très curieux, c'est quand vous regardez nos métiers financiers ou n'importe quoi, ils s'arrogent le droit aussi d'interdire aux gens d'investir dans un certain nombre de secteurs. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes une grande compagnie d'assurance, etc., le gouvernement vous interdit quasiment d'acheter Total. Ah bon? Ah oui, parce que ça pollue la planète. Ah oui. Ah oui. Tu veux dire sur des critères moraux? Sur des critères moraux, donc, encore une fois, je porte pas de jugement, mais à partir du moment où le gouvernement dit ça, c'est pas à vous, et l'argent que vous allez pas le mettre là, qu'est-ce qui reste de la décision individuelle et du droit de propriété? Rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans les marchés? Ils s'effondrent, puisque c'est le gouvernement qui va faire les choix, et plus le marché. Et donc vous savez qu'il va faire n'importe quoi. Ni visibilité, ni responsabilité, ni accountability, ni rien. Donc on est en train de passer une espèce de barrière aujourd'hui sur le droit de propriété et la libre disposition du capital, qui sont c'est comme ça que le capitalisme marche. Si vous les enlevez tous les deux, plus rien ne vaut rien. Il me semble. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on m'explique que c'est le pétrole, c'est ceci, c'est cela. Et je dis aux gens, attention, parce que moi, mes bear market que j'ai connus, au départ, on vous disait, c'est l'inflation, c'est parce qu'il y a Nixon qui va débarquer. On me donnait des tas de raisons journalistiques, et vous découvriez la vraie raison de la baisse 3 mois avant la fin, quoi. Oui, mais oui.
Parce que c'est beaucoup plus souterraine et beaucoup plus profonde, fondamentale. Et donc je dis, quand je vois se déclencher un bear market, je me dis toujours, oulala, quelle est dans le fond la vraie cause du désastre qui s'annonce? Je peux me tromper, mais pour moi, la vraie cause, c'est cette attaque frontale faite par cette technocratie mondiale dont on a parlé au début, qui peuvent être soit corrompus, etc., pour s'approprier des choses, normalement, que dans le passé, ils n'avaient pas le droit de s'approprier. Donc, c'est une vraie attaque frontale. C'est une attaque contre le droit de propriété, contre la libre disposition, contre la liberté d'information aussi. Contre la démocratie. Contre la démocratie. Donc, c'est une vraie attaque frontale de cette classe dirigeante, en disant aux gens, j'ai eu une interview de, comment il s'appelle le gars qui est intelligent que j'ai interviewé une fois là, tu sais, tu connais que lui, ce gars. Oui, donne-moi sa matière, parce que le gars qui a fait Polytechnique, qui a fait tous les diplômes à la fois, tu sais, ce gars qui est d'origine nord-africaine. À Nice? Non, l'autre. Celui, tu sais, bref, on sait pas. Et lui, il dit, ce que font les gouvernements aujourd'hui... Idriss Aberkane. Idriss Aberkane. Il a une idée que je trouve intéressante, il faut que je réfléchisse, mais c'est bien que de donner des idées comme ça. Idriss Aberkane, il dit un truc, il dit, le but des gouvernements aujourd'hui, c'est d'expliquer aux citoyens qu'ils sont cons. Oui. Et qu'il faut surtout pas qu'ils s'occupent de leurs affaires, qu'on va s'en occuper pour eux. Ce qui est complètement antithétique à tout ce qu'on a été comme civilisation depuis 20 siècles. Et donc, le but du gouvernement, c'est de s'expliquer. Et donc, à partir du moment où les gens sont cons, on ne voit pas pourquoi ils devraient avoir la disposition de leurs actifs. Non ? Oui. Mais le gouvernement, monsieur le maire, saura beaucoup mieux faire me faire de mon pognon que moi je ne le saurais. Merci Bruno. Merci Bruno. Mais encore une fois, ce que j'essaie de dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point on est en train de changer en quelque sorte, la structure philosophique de nos sociétés. Donc il y a les 20% qui savent, et les autres étant cons, ils devraient remercier les 20% de s'occuper d'eux, quoi. Mais les 20%, ils vont s'occuper d'eux, mais d'abord s'occuper d'eux. Ah bah oui, alors. Ça, c'est vraiment... Alors bon. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de DAF. Je pense que le DAF... il faudrait que tu mettes sur le truc au départ, peut-être, tu sais, sur l'affiche, je sais pas, un gros ours qui rugit, tu vois. Oui, alors, je peux demander, au graphiste de faire un gros ours. Un gros ours. Et puis, parce on va que, encore une fois, je vais revenir sur le marché baissier. Dans ma carrière, il y a eu deux genres de marché baissier. T'as eu le marché baissier gentillet qui baisse de 20%, ce qui te permet d'acheter un peu moins cher ce que tu aimes bien. Bon, j'en ai connu plein de cela. Tout le monde, enfin, je veux dire, c'est ni à faire ni à faire. C'est bon, ça baisse de 20%, puis on n'en parle plus. Et puis, j'ai eu ce que j'appelle les Ursus Magnus, les énormes ours, les trucs qui baissent de 50, 60, 70%. J'ai commencé ma carrière par ça en 71. De 73, enfin début 73, janvier 73 à décembre 74, le marché britannique a baissé de 90% en termes réels. Je sais pas si tu imagines une baisse de 90% en termes réels, mais je me demandais ce que je faisais dans le putain de métier, quoi. Mais c'était partout pareil, ça a été abominable. Je crois qu'à Hong Kong, c'était 95% en termes réels. Donc, il me semble, mais je peux me tromper bien sûr, parce que je me trompe tout le temps, il me semble que nous sommes en train d'entrer dans un Ursus Magnus. C'est pas du tout... Il se présente pas, ça a l'air d'être un grizzly qui est très très fâché et qui a pas bouffé depuis longtemps, quoi. En d'autres termes. Par contre, le petit portefeuille que j'ai fait pour les gens sur l'IDL, là, tu sais, dans l'Institut. Oui, que vous retrouvez sur notre site. Il tient très bien. Il tient très bien. Il lui arrive à rien, il est à plat. Il est à plat quand tout le monde se pète la gueule. Il est très ennuyeux, hein. C'est un petit écureuil, il vague. Il lui arrive à rien. Parce qu'il y a sa baisse ici, ça monte là, donc dans l'ensemble, il lui arrive pas grand chose. C'est très bien, c'est comme ça qu'il doit être. Voilà. Tranquillou. Tranquillou. Écoutez, j'espère qu'on vous aura intéressé avec ces histoires de trappe à dette et d'euthanasie du rentier, de création volontaire de l'inflation et d'Ursus Magnus, puisqu'on mettra ça en titre. Et n'hésitez pas à poser vos questions en bas. Vous pouvez retrouver les podcasts sur Deezer désormais aussi et sur Spotify. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on fera sûrement une émission de questions avant de finir l'antenne pour l'été. Et à nouveau, merci de nous suivre et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.